troisième entreprise du jour, Waterf. Cet éditeur de logiciels spécialisé dans le traitement des données d'intelligence énergétique traque les sources de gaspillage et les fuites dans la consommation d'énergie des entreprises. Avec nous sur le plateau ce matin, son président fondateur Pascal Atté, bonjour. Bonjour. Alors pouvez-vous brièvement nous expliquer le concept de Waterf et nous dire d'où vous est venue cette idée? Alors nous sommes en fait un éditeur de logiciels spécialisé dans la gestion des énergies. Finalement, notre intelligence artificielle est une experte. Elle se concentre sur les consommations d'énergie et cherche à les contrôler ou à les supprimer. D'où nous est venue cette idée? Nous sommes dans la transition énergétique. Aujourd'hui, on en entend parler de partout et c'est inéluctable. Par contre, effectivement, les nouveaux modes de production sont changeants. On passe du nucléaire ou du carbone à du sans carbone ou à du renouvelable. Mais seront-ils suffisants finalement? Pourront-ils augmenter, puisque vous n'êtes pas sans savoir que de nouveaux consommateurs, très gros consommateurs arrivent, et ces consommateurs sont les véhicules électriques, donc c'est plutôt génial, c'est plutôt pas mal, sauf qu'il faut savoir qu'en 2023 il y aura 2,4 millions de véhicules électriques, et ces 2,4 millions de véhicules électriques finalement consommeront l'équivalent de 10 réacteurs nucléaires. Donc il faut trouver ces 10 nouveaux réacteurs nucléaires. Alors bien évidemment l'équation est déséquilibrée, donc il faut se hâter de rééquilibrer cette équation. Voilà un peu le début de notre histoire. En diminuant la consommation d'énergie, vous pensez que ça sera suffisant pour alimenter tous ces véhicules électriques, de diminuer la consommation d'énergie des entreprises? Il va falloir travailler à la fois sur la production et sur la consommation, mais effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que les solutions d'aujourd'hui, avant que nous ayons produit notre solution, qui était plutôt basée sur l'analyse du passé ou sur les consommations, n'étaient pas suffisantes. Donc il a fallu effectivement créer une solution permettant, à partir des informations du présent, de pouvoir définir les consommations du futur et de les corriger. C'est comme ça que l'intelligence artificielle arrive à repérer les fuites énergétiques au sein des boîtes? Alors oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons toujours cherché à être pragmatiques et surtout systématiques. C'est-à-dire que là où effectivement il faudrait beaucoup d'êtres humains pour pouvoir analyser toutes ces consommations, nous avons créé deux intelligences artificielles. La première permet effectivement de se concentrer sur l'analyse de la demande, l'analyse du besoin, et la seconde de se concentrer sur l'analyse des réseaux et des consommateurs. Donc pour atteindre cette performance, il a fallu introduire finalement de l'intelligence dans l'ensemble du cycle, de la collecte des datas jusqu'au pilotage, en passant par évidemment toute la partie enrichissement de la donnée et commande. Et alors qui sont vos clients? Est-ce qu'on peut avoir une idée de leur taille, des secteurs? Est-ce qu'ils sont français, internationaux? Alors on a de la chance parce que finalement nos clients sont tous les consommateurs, vous, moi, mais bien évidemment on s'est concentré sur les plus gros consommateurs et effectivement on peut leur garantir une performance énergétique, qu'il soit en monosite, qu'il soit en France ou à l'international. En multisite, notre solution permet de gérer toutes ces contraintes. Il y en a à peu près combien de clients actuellement sur une fourchette? Alors, notre première stratégie a été d'attaquer les clients locaux parce qu'on a la chance d'être en Ile-de-France, il y a quand même beaucoup d'industries, et ensuite d'avoir la capacité de pouvoir rayonner sur les grands comptes. Donc finalement on a aujourd'hui une quinzaine de clients qui sont à la fois les clients locaux, les grands comptes. Les grands comptes sont plus difficiles à atteindre, sont plus difficiles à développer, mais malgré tout après ça nous permet d'avoir une présence en France et à l'international. Alors, une fois que vous avez identifié les sources de gaspillage ou les fuites, est-ce que vous leur apportez des solutions durables à ces clients? D'abord, est-ce que vous pouvez nous citer un ou deux cas pratiques de ce que vous pouvez leur apporter? Alors oui, effectivement, aujourd'hui, si on prend deux cas, on sait que beaucoup de publicités sont faites sur les nouvelles chaudières à économie d'énergie, à haute performance. Malheureusement, effectivement, ces produits sont très performants, mais ils sont souvent
pas réglé ou peu réglé en fonction de l'usage du bâtiment. Et un bâtiment A est différent d'un bâtiment B. Et donc il faut sans cesse pouvoir contrôler le bon fonctionnement de ces machines. Et donc là vous voyez sur ce graphe, c'est typiquement une chaudière. Et cette chaudière, on voit bien qu'elle a des fonctionnements complètement différents en fonction des journées. Et pourtant ces 3 journées étaient identiques. Et on voit bien qu'elle consomme la même énergie pour finalement ne produire que peu de chaleur dans le deuxième cas, là vous voyez. Et donc c'est ça que l'on corrige, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que chaque énergie consommée soit une énergie efficiente par rapport aux résultats attendus. Alors est-ce qu'on peut avoir une idée de la taille du marché ? Alors, on a la chance d'être à la croisée de 3 marchés. Le marché du Smart City qui aujourd'hui est un marché à 1500 milliards de dollars d'ici 2020, donc c'est quelque chose d'énorme. Et puis il y a son petit frère, le Smart Industry ou l'Industrie 4.0, qui cette fois-ci est à 1250 milliards de dollars. Et puis le dernier né qui finalement est en train de se développer fortement, qui est le Smart Grid, où là on n'est qu'à 111 milliards de dollars, mais effectivement on a une croissance pour le coup qui est bien plus importante puisque c'est plus récent. Donc on a de quoi faire. Et alors qu'est-ce qui vous différencie des autres entreprises présentes sur ce segment ? On l'a vu, c'est un petit peu, il y a un peu un effet de mode, cette idée de vouloir réduire en tout cas pas forcément par l'intelligence artificielle, mais la consommation d'énergie des entreprises, d'une première part parce que ça leur fait faire des économies, oui. Et ensuite parce qu'effectivement on est dans l'ère de l'économie d'énergie. Est-ce que vous avez beaucoup de concurrents de votre taille ? Est-ce que vous en avez des plus gros et qu'est-ce qui vous différencie ? Alors en fait, nous, ce qui nous permet vraiment de nous différencier, c'est à la fois notre approche et notre technologie. Ce qui est amusant, c'est que les clients disent de nous que nous sommes révélateurs de l'invisible. C'est-à-dire que notre technologie permet de faire apparaître des dysfonctionnements qui étaient inconnus par le passé et qui, justement, génèrent des surconsommations d'énergie. Nos premiers résultats, en général, peuvent être obtenus très très rapidement, sous à peine 24 heures. C'est-à-dire qu'on fait une première analyse, sous 24 heures, on a les premiers résultats. On obtient les premiers 15% d'économie d'énergie sous quelques semaines, et sous quelques mois, on peut aller jusqu'à 30% d'économie d'énergie. Donc c'est à la fois, comme je l'ai dit, l'approche, la technologie et la rapidité et l'efficacité pour le retour sur investissement. Et alors ensuite, vous leur conseillez vous leur conseillez des solutions, parce que c'est pas tout de leur dire voilà, je vous ai fait économiser 30%, là il y avait un problème. Ouais. Comment vous parvenez à éviter qu'il n'y ait pas un deuxième problème? C'est-à-dire que nous, c'est vrai qu'on s'inscrit vraiment dans la durée. Hein. On pourrait dire voilà, on fait une analyse, on corrige et après vous reprenez vos outils et c'est fini. Ouais. Ce serait une erreur. Ce serait une erreur parce que les industries où les bâtiments vivent, les périmètres s'étendent, les bâtiments peuvent réagir différemment selon les températures extérieures, selon tout un ensemble de paramètres. Et donc pour que l'efficacité soit optimale dans le temps, il faut effectivement pouvoir avoir nos systèmes qui la contrôlent dans le temps et qui informent les utilisateurs. L'autre point, c'est que nous, dans nos premiers constats, on avait remarqué que les technologies existantes, finalement, demander à l'utilisateur de triturer énormément de chiffres, de faire beaucoup d'analyses à partir de données brutes, et finalement 90% du temps était gâché dans la gestion de ces données et il restait que 10% pour l'analyse. Nous, on a remis au centre de tout ça l'être humain et l'analyse, c'est-à-dire que toute la partie gestion des données, c'est nos systèmes qui les traitent, et on propose des solutions, et l'être humain finalement ne joue que son rôle de décideur, et ça permet d'être beaucoup plus efficace. Alors comment financez-vous le développement ? Est-ce que vous avez réalisé une levée de fonds ? Est-ce qu'il y en a une en cours ? Alors au départ, on a fonctionné avec nos fonds propres et puis on a fait appel à nos réseaux et à nos amis. Donc ça nous a permis effectivement de nous développer, de produire cette 16 intelligences artificielles et d'avoir nos premiers clients. Et puis là, nous sommes en pleine levée de fonds. Donc nous sommes en train de chercher autour de 1 million d'euros. On en a sécurisé une partie, mais il faut continuer, il faut poursuivre parce que c'est souvent un chemin qui peut être long,
Donc à bon entendeur, n'hésitez pas. Auprès plutôt de fonds d'investissement, de business angel? Sur ces tranches de 1 million d'euros, c'est plus les fonds qui ont cette capacité de nous accompagner, mais effectivement les premiers ont été des business angels. Et là vous vous dites que vous allez boucler cette levée de fonds en 2019? Oui, normalement, effectivement, c'est prévu après l'été. Mais ce n'est qu'en fonction de la capacité de réaction de nos interlocuteurs. En tout cas, à quoi va servir cet argent? Alors cet argent va servir à poursuivre le développement de notre innovation, parce que de toute façon, c'est quelque chose qui se perdure dans le temps et qui doit s'adapter aux technologies des bâtiments et autres. Donc de toute façon, voilà, il faut évoluer. Mais c'est surtout un moyen de nous permettre de nous développer en France et à l'international, d'aller nouer des partenariats avec des grandes sociétés de facility management ou de maintenance, et puis d'attaquer en direct des clients parce que on a besoin de cette richesse, on a besoin de nous abreuver des difficultés du terrain pour pouvoir faire évoluer les systèmes. Vous avez le sentiment que vos relais de croissance sont à l'international et où plus précisément? En fait, on a la chance, on a beaucoup de chance, vous l'avez noté, on a la chance d'être, en tout cas en Europe, dans un écosystème très contraignant vis-à-vis des économies d'énergie et vis-à-vis des consommations d'énergie, un cadre législatif porteur. Et donc l'idée, c'est bien de pouvoir de fournir les solutions qui permettent d'atteindre tous ces objectifs économiques et de gestion d'énergie. Alors juste pour terminer, parlez-nous un peu de vos équipes. Combien êtes-vous chez Waterf? Et j'imagine qu'au niveau commercial, il y a une équipe assez importante. Alors oui, effectivement, aujourd'hui nous poursuivons notre développement en direct, et justement je profite de cette interview pour vous indiquer que pour cet événement, on a décidé de faire une offre spéciale et on offre un pré-diagnostic aux 5 premiers appels des entreprises en local, en Ile-de-France, qui ont une facture d'énergie à plus de 250 000 euros. Donc ça permettra de faire un retour sur investissement assez rapide. Voilà. Une bonne idée de prospection en tout cas. Merci beaucoup Pascal Atté. Je le rappelle, vous êtes président fondateur de Waterf.